Vous écoutez un épisode de Sagesse et Morito, un podcast indépendant à la recherche du sens et de l'essence au-delà des apparences. Tout cela, c'est grâce à votre générosité. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur Tipeee et Patreon. Voyez les liens en description ou directement sur Spotify. Bonne écoute! Les femmes sont des êtres humains doués d'un cerveau, il faudrait quand même pas l'oublier. Enfin, en 2019, toujours dans le cadre du travail, si les femmes représentaient la moitié de la population mondiale en âge de travailler, elles occupaient seulement 28% des postes d'encadrement et de direction. Je pense que Madame Borne est tout à fait quelqu'un de capable, qui sera très bien dans ce poste, mais c'est pas parce que c'est une femme. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il n'y a qu'en France qu'on pose cette question. Les femmes représentent donc peu ou prou la moitié de l'humanité. Pourtant, on le sait, elles ne bénéficient pas encore toujours des mêmes droits. Ainsi, dans les parlements nationaux à travers le monde, la proportion moyenne de sièges occupés par des femmes était de 11% en 1995 et de 25% en 2020. Finalement, les femmes sont invisibilisées, silenciées, partout où on produit de la parole et où on produit l'inconscient collectif de la société. Imaginez-vous, vous vous réveillez et vous ouvrez les yeux sur un monde où les personnes qui ont des postes de responsabilité, en politique, dans les affaires, dans le milieu académique, etc., sont toutes des femmes. À quoi ressemble ce monde ? Qu'est-ce qui a changé ? Générique. En vérité, je vous le dis. It is like a finger pointing away to the moon. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Ici Léa, accompagnée de JC à ma gauche. Bonjour Léa. Et Christelle à ma droite. Salut Léa, salut tout le monde. Salut tout le monde. En effet, on remercie tout le monde que vous êtes de vous abonner à notre podcast et puis d'aimer et partager autour de vous les épisodes qui vous plaisent. Ça nous aide beaucoup. J'en profite aussi pour remercier les auditeurs qui nous soutiennent avec Patreon et Tipeee. Les liens sont juste en dessous si ça vous intéresse. Alors, dans cet épisode, on réfléchit à ce que ça change les femmes au pouvoir et on postule qu'il faut maintenir une juste tension entre les enjeux du pouvoir et de la représentation des femmes, et que la sagesse biblique nous en donne les moyens. Mais avant d'aller plus en profondeur dans cette réflexion, Christelle, les femmes au pouvoir en 2023-24, tu nous fais un petit tour d'étape ? Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne et anciennement à la tête du Fonds monétaire international, Madame Ngozi Okonjo-Iweala qui dirige l'Organisation mondiale du commerce, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, Roberta Metsola qui pilote le Parlement européen et Léa Richen à la tête de l'équipe Sagesse et Morito. On vit une époque où les femmes peuvent diriger et avoir des fonctions politiques de haut rang. Quelques chiffres éloquents qui illustrent la place des femmes dans les positions gouvernementales et parlementaires à travers le monde. Au 1er janvier 2023, 31 pays ont une femme comme chef d'État ou de gouvernement. Mais, d'après UN Women, l'agence des Nations Unies qui est en charge de promouvoir les droits des femmes de par le monde, il y a une ombre au tableau. Au rythme actuel, il faudrait encore 130 longues années pour atteindre la parité, c'est-à-dire 50% d'hommes et de femmes, dans ces hautes sphères de pouvoir. Dans le top des pays qui ont, dans leur parlement, au moins 50% de femmes, on compte le Rwanda, Cuba, le Nicaragua, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, les Émirats arabes unis. On pourra dire que le hic, c'est qu'il n'y a pas d'autres pays en fait dans ce classement. Et vous remarquerez qu'aucun de ces pays ne sont des pays occidentaux à haut revenu. Si on regarde les gouvernements, les femmes ne représentent en fait que 22,8% des postes ministériels. Et devinez quel ministère elles dirigent ? Le plus souvent, des thèmes comme l'égalité des genres, la famille ou les affaires sociales. Mais il y a des exceptions. Certains se souviennent peut-être de l'image de Carme Chacón, en 2008, ministre de la Défense du Royaume d'Espagne, qui passait en revue les troupes militaires enceinte de 7 mois. Elle est restée ministre pendant 4 ans. À la même époque, en 2009, en France, c'est Rachida Dati qui donne naissance à une fille alors qu'elle est ministre de la Justice. Elle, par contre, n'avait pris que 4 jours de congé maternité, au contraire de Carme qui avait quitté son poste pendant 1 mois. La possibilité d'une grossesse pendant
ces fonctions, c'est certainement une grosse différence entre les femmes et les hommes au pouvoir. Mais les femmes au pouvoir, apparemment, ça changerait d'autres choses. L'argument va ainsi, toujours selon UN Women. Les femmes devraient être au pouvoir car elles apportent une perspective unique et essentielle dans la prise de décision, influençant positivement les affaires, les gouvernements et la société en général. Leur approche collaborative et inclusive, souvent axée sur le consensus, est particulièrement efficace dans le monde actuel qui est orienté vers l'innovation et moins hiérarchisé. Et puis, lorsqu'elles sont investies dans des rôles de leadership, elles tendent à favoriser la paix, la stabilité et la durabilité, étant souvent les gardiennes des communautés et les plus touchées en zone de conflit. Mais, est-ce que tout cela est vrai? Est-ce qu'il n'y aurait que des vertus à ce que les femmes aient le pouvoir? Suspense. Et pour mettre fin à ce suspense, restons jusqu'au bout de cet épisode. Merci Christelle pour ce petit tour d'horizon de la question. C'était quel site que tu citais quand tu disais ce que les femmes, l'argument pour lequel les femmes devraient être au pouvoir? Ah oui, donc c'est l'argument de UN Women, qui est l'agence des Nations Unies qui s'occupe de la défense du droit des femmes. Super, alors on y reviendra. Moi, je suis ravie pour cette conversation d'être entourée de politologues et d'hommes. Donc, merci Christelle et JC d'être vous. Je voudrais lancer la discussion avec une petite information culturelle. En mai 2023, aux éditions Rue d'Ulm, est paru un livre qui a quasiment le même titre que notre épisode. C'est le maître de conférence en sciences économiques Quentin Lippmann qui a publié Les femmes au pouvoir, que change vraiment la parité en politique. Et il a étudié donc plusieurs statistiques sur la question des femmes au pouvoir et il en conclut qu'aujourd'hui, la parité a apporté des progrès indéniables. Les femmes élues sont plus nombreuses, mènent des politiques différentes et transforment la perception que l'on a du pouvoir. Néanmoins, certains acteurs politiques lui opposent toujours une résistance forte. Cela a pour conséquence d'entraver la carrière des femmes et de les exclure du cœur du pouvoir. C'est pourquoi il écrit ce livre afin de proposer des pistes pour améliorer la parité. Votre réaction à chaud, les amis, face à un tel ouvrage? J'y sais surtout. Tu peux pas commenter un livre que t'as pas lu, mais ce livre dit que les femmes au pouvoir amènent des progrès indéniables en termes de justice. Est-ce que c'est pas justement quelque chose sur lequel tu voudrais peut-être nuancer ou est-ce que tu es tout à fait d'accord? Honnêtement, je suis un peu perplexe par rapport à ça. Je suis de ceux qui croient que les hommes et les femmes ont quand même certaines différences indéniables, surtout quand tu regardes sur la moyenne. Donc, je serais pas surpris que des femmes amènent d'autres genres de politique. Après ça, qualitatif, il y a un jugement à faire sur est-ce que c'est des bonnes politiques, est-ce que c'est des mauvaises politiques. Je ne verrais pas pourquoi les femmes apporteraient des meilleures ou des pires politiques. Et en même temps, je pense que le principe de représentativité est bon et que les femmes devraient être capables d'amener des politiques ou apporter une perspective lorsqu'on crée des nouvelles lois qui tend à représenter des intérêts qui pourraient passer inaperçus si c'était juste des hommes qui étaient au pouvoir. Ça, je pense que c'est un principe fondamental de la démocratie et la représentativité. De l'autre côté, je pense que dans ce discours-là, on sous-estime aussi le pouvoir formateur des institutions. Hein. On remarque que quand on travaille dans n'importe quelle grosse institution, les gens qui travaillent à l'université ou dans une grande entreprise. J'entends plein de gens qui commencent à l'université qui disent « Ah ouais, ben moi, je vais changer les choses. Mais quand je vais avoir le pouvoir, je vais changer les choses. Mais là, pour te ramasser dans une position, d'avoir ta permanence, puis d'avoir dans une position de pouvoir, mais ceux qui restent ont tellement été façonnés par l'institution que finalement, tu dis « Ouais, ben la différence de classe ou d'origine ethnique ou de langue, quand tu es rendu, quand ça fait 25 ans que tu travailles pour une université, elle est pas si grande que ça. » Ok, donc en gros, tu es en train de dire qu'on peut avoir des idéaux sur ce que ça changerait les femmes ou n'importe quelle autre minorité au pouvoir, parce que les personnes ont peut-être envie de changer les choses, mais le pouvoir en soi
transforme l'individu et quand on est dans des postes à très très haute responsabilité, c'est plus le pouvoir qui nous a changé que nous qui avons changé le monde en étant au pouvoir. C'est ça, c'est ça. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une contribution unique des femmes qui sont au pouvoir. Il ne faut pas sous-estimer la force assimilatrice des lieux de pouvoir, des institutions. Christelle, t'en penses quoi, toi? Les femmes au pouvoir, qu'est-ce que ça changerait? Ça peut être quoi les raisons sous-jacentes derrière l'envie de toute une société, de plusieurs pays dans le monde, d'organisations même internationales et intergouvernementales, Mhm. de mettre les femmes au pouvoir? Alors, on a cité la représentativité, qui est un argument, je pense, qui est fort, et on va continuer à en parler, de ce que ça signifie, la représentativité, mais on ne parle pas juste de l'existence des femmes, mais des femmes dans des structures de pouvoir, dans des institutions de pouvoir. Et c'est ça le mot-clé, pouvoir. C'est-à-dire que derrière ce questionnement, il y a l'idée qu'une femme au pouvoir pourrait peut-être avoir une différence. Et ça, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Christine Lagarde, que j'ai citée tout à l'heure, qui était à la tête du FMI et maintenant à la tête de la Banque Centrale Européenne, elle avait cette déclaration qui a été célèbre, qui est que les femmes au pouvoir ne devraient pas être comme des hommes au pouvoir. Sous-entendu, un homme au pouvoir, on sait ce que c'est, et quand une femme arrive au pouvoir, il Ça faudrait devrait pas être que ce soit... différent. Ça devrait être différent. Le sous-entendu derrière, c'est que ça pourrait ne rien changer, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, la question ok, je derrière, c'est que est-ce que c'est le fait d'être femme ou est-ce que c'est le fait d'être au pouvoir qui fait qu'on a un certain caractère, qu'on a une certaine manière de gérer les choses, de diriger les choses? Est-ce qu'on n'est pas plus façonné par le pouvoir qu'on façonne le pouvoir soi-même quand on y est? Et ça, c'est un petit peu l'argument de JC qui dit que voilà, quelqu'un qui dit moi, je changeais l'université, c'est tout, des hommes grisonnants qui décident ceci, cela, ils ont leur logique, etc. Moi femme, à la fin de ma vingtaine, je viens d'avoir mon doctorat, quand je serai à ce poste-là, les choses seront différentes. Mais en fait, c'est tout à fait possible que la trajectoire d'accession au sommet de l'institution fait qu'on est façonné plus par l'institution et le fait d'avoir du pouvoir que par son sexe, son genre. C'est là où je serais intéressé de lire des études plus précises ou qualitatives sur ça. Faut lire le livre de Quentin Lippmann. Ouais, c'est ça, mais quelles sont les données dans les faits? Je veux dire, on peut tous mentionner des femmes qui ont eu des rôles de pouvoir. Moi, je pense en politique, par exemple, en Angleterre, tu as eu Elizabeth May, tu as eu, Liz Truss, elle n'a pas eu le temps vraiment de laisser sa marque, mais tu as eu Margaret Thatcher, qui est une politicienne bien connue. Est-ce que la féminité de Thatcher a eu un impact par rapport aux politiques de la Grande-Bretagne pendant pas son régime, mais son mandat? J'ai pas vraiment l'impression. Elle était plus conservatrice, elle était plus, c'était plus l'idéologie du parti et les institutions britanniques qui étaient déterminantes que la féminité de Margaret Thatcher. Et en même temps, quand on lit le rapport du Comité des Nations Unies pour la parité que tu citais tout à l'heure, les femmes auraient une dimension collégiale, une attention aux autres, une certaine douceur et tout un tas d'autres caractéristiques qui façonneraient différemment la politique. Mais encore une fois, c'est une chose d'affirmer qu'il y a certains traits de personnalité qui sont plus marqués chez un genre que l'autre, sans dire que toutes les femmes sont douces et tous les hommes sont agressifs. On en a déjà parlé. Sur la moyenne, oui, en effet, il y a des différences. C'est une autre chose d'observer dans les faits si, mettons, une institution a plus que 20% ou 40% ou 60% de femmes, voici l'impact que ça a sur le processus de délibération, processus décisionnel, sur les politiques mises en place. Et là-dessus, malheureusement, je ne suis pas assez informé, mais je crois qu'on nous citerait donner à l'appui ces études-là s'il y en avait qui étaient sérieuses puis et qui était concluante. Et concluante. C'est très difficile aussi. Ce genre de choses-là, c'est très difficile à mesurer en sciences sociales. Après, tu disais que une des raisons pour lesquelles peut-être qu'une femme en politique ou un poste de pouvoir, quel qu'il soit,
n'ait pas nécessairement l'air de faire quelque chose de radicalement différent, si ça avait été, une autre personne et par exemple un homme, c'est, le problème du pouvoir. Parce que le pouvoir, corrompt, parce que le pouvoir, te fait, peut-être avoir une certaine avidité, cupidité ou ce genre de choses. C'est ce que j'ai l'impression que Mhm. tu sous-entends dans ton argument. On pourrait aussi dire que si effectivement Je dirais pas juste qu'il corrompt, hein, mais que l'institution forme. C'est comme, tu arrives ouais, au d'accord. pouvoir, puis à un moment donné, c'est comme, t'as beau avoir tes idéaux, mais au final, tu as un budget à équilibrer, tu as des employés à virer, tu as des employés à embaucher, Oui puis et à un puis moment t'as donné, pas c'est tant comme le... de marge de manœuvre que ça, en fait. Exactement, c'est ça. Et après on pourrait aussi postuler que, si effectivement il y a tant d'hommes autour de ces femmes-là, qui ont des postes de pouvoir, que, l'ensemble de leur cabinet va être des hommes, que l'ensemble des, collègues et pairs, va être des hommes et que l'institution X va avoir, tellement, d'années, de décennies, voire de siècles avec de toute façon que des hommes, que, il y a aussi une certaine réaction à ça et la femme doit peut-être, plus, se démener, pour, s'imposer face à une certaine manière de faire et bah, façonnée tellement par son environnement qu'elle doit peut-être, Mhm. Ouais. gommer ou on parlait des accents par exemple, quand tu arrives à Paris en tant qu'acteur ou journaliste, mais que tu as un accent du sud, bien profond, bah, tu dois le gommer pour être accepté. Bah, est-ce que les femmes doivent pas gommer leur féminité pour être acceptées par leur père masculin? Oui, en fait, on touche à un gros problème en théorie sociologique qui est le problème agent-structure. Est-ce que c'est la structure qui détermine le comportement de l'agent, c'est-à-dire la personne, disons, dans ce cas-ci, dans une institution? Est-ce que c'est l'institution qui va déterminer le comportement de la personne ou est-ce que c'est la personne qui va changer l'institution? Et moi, je pense que ça va dans les deux sens. Dans le cas précis des institutions de pouvoir dont on parle, parce que des institutions avec du pouvoir, il y en a partout, Mm. mais là, on parle des institutions politiques, des hautes entreprises, etc. Je suis assez sensible à l'argument selon lequel c'est plutôt qu'il y a certaines caractéristiques qui sont attendues d'un leader, en Mhm. fait. Mhm. Et que euh, par un mélange de socialisation et caractéristiques naturelles ou tendances générales entre, Mhm. entre hommes et femmes, ben, certains lieux ou euh, certains traits de comportement d'un leader sont attendus, ben, vont attirer ben, plutôt des hommes et puis plutôt des femmes qui ont un caractère qui ressemble tendanciellement à celui des hommes, même si Ouais. ce sont des caractères de femmes, tout simplement. C'est qu'il faut faire aussi très attention quand on parle de postes de pouvoir, plutôt que d'institutions de manière générale, c'est qu'on parle d'un tout petit pourcentage des rôles dans une entreprise ou dans une nation, hein. Le cabinet ministériel, le Parlement. Déjà, le Parlement, au Canada, c'est quoi, 300 quelques députés pour 40 millions d'habitants. Euh, c'est peu de gens. Et donc, quand on travaille sur les extrêmes, c'est là où ce que les différences de moyenne peuvent être beaucoup plus marquées. Ouais. Par exemple, on va dire que euh, bon, les hommes sont généralement en moyenne un peu plus agressifs que les femmes. Un peu plus. Ça veut dire que tu peux avoir des femmes qui démontrent plus d'agressivité que une femme agressive peut démontrer plus d'agressivité que 75% des hommes. Ça existe. Mais quand tu regardes c'est qui est en prison en ce moment, donc les plus extrêmes, le demi-point de pourcentage des gens les plus agressifs De notre société. de notre société, ben là, c'est que 80-90% de la population carcérale sont des hommes. Et donc, dans les rôles de pouvoir ou des rôles surtout en entreprise, ça va être vraiment des gens qui ont des traits quand même assez extrêmes. Dans le sens où, pour arriver à un très haut poste de pouvoir, bah, il faut, être tellement, coriace que, ça va être, ce pourcentage-là, de l'humanité, soit homme, soit femme, qui va être le plus coriace par rapport à la moyenne. C'est comme 99,9% des femmes atteindront pas un poste de pouvoir, puis 99,85% des hommes atteindront pas ces postes-là non plus. Donc, il faut faire la distinction à ce niveau-là.
En même temps, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de place pour les femmes au pouvoir ou quoi que ce soit. Ouf! Mais C'est bon, on peut puis arrêter surtout dans des l'épisode. institutions démocratiques. Justine Ouais, non, n'attend non, pas à ce qu'il n'y ait pas de femmes au pouvoir. pas du tout. Mais tu regardes ce que ça prend. Dès que tu travailles dans une institution plus ou moins grande, puis tu te rapproches des postes de direction, la plupart des gens qui travaillent dans des grosses entreprises constatent que, attends, à un moment donné, les sacrifices nécessaires pour passer à la prochaine étape sont tels que la plupart des gens ne visent pas le poste de direction. C'est pas parce qu'ils sont pas capables, mais c'est parce qu'ils disent j'ai pas le goût de passer ma vie à travailler, à faire des heures supplémentaires, à être en voyage partout. Et je pense à ce niveau-là, les femmes sont souvent plus sages que les hommes à dire ben j'ai pas le goût de ruiner ma carrière, de pas voir mes enfants, de pas faire d'autres choses. Pour atteindre ce poste-là. Donc en fait, selon cet argument, s'il y a moins de femmes au pouvoir, c'est parce que les femmes sont plus intelligentes. Plus sage, oui. Ben, je crois que oui. Léa a entendu ce qu'elle avait envie d'entendre. Alors, non. Mea culpa. Quand on regarde, écoute, là, je fais des grosses généralisations, mais quand on regarde comment la nature fonctionne, ben, souvent, c'est que tu as plus d'hommes aux extrêmes. Par exemple, je sais que c'est controversé, c'est ce genre de choses-là, mais on va dire les hommes et les femmes ont la même intelligence, la même moyenne. Donc, si tu prends tous les hommes et toutes les femmes, il n'y a pas de distinction radicale entre qui est plus intelligent ou moins intelligent. C'est tellement de gènes, en fait, qui déterminent l'intelligence que ce n'est pas des gènes sexués qui font la différence. Toutefois, la courbe de distribution chez les hommes est un petit peu plus étendue. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu vas regarder la population, par exemple, le 5% le moins intelligent, ben là, tu vas avoir le quotient intellectuel le plus bas. Le plus bas, oui, parce qu'il faut faire attention, l'intelligence, quotient intellectuel, c'est pas la même chose. Mais quand tu regardes des gens qui ont un quotient intellectuel très bas, ben là, tu vas avoir beaucoup plus d'hommes parce que la courbe est aplatie et tu vas avoir, à l'inverse, beaucoup plus d'hommes dans les quotients intellectuels très hauts. Puis souvent, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je ne sais pas. Mais tu as beaucoup plus d'extrêmes, de très extrêmes chez les hommes. Et donc, quand tu cherches des rôles d'élite, des postes d'élite, des postes qui demandent des caractéristiques extrêmes, ben, tu vas trouver plus d'hommes. Ouais. Et donc ça, on touche de nouveau à ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques qu'on attend de personnes en leadership. Et en fonction des institutions, en fonction de la culture des institutions, en fonction de l'endroit où ça se trouve, en fonction de l'histoire aussi, il y a des caractéristiques différentes qui sont attendues de leaders de haut degré. Et souvent, pour le leadership politique, souvent, il faut prendre des décisions qui sont particulièrement difficiles, dans le sens où les conséquences sont particulièrement difficiles, puisqu'il s'agit de diriger un État. On attend des personnes qui prennent ces décisions-là certaines caractéristiques qui semblent, je pense franchement que c'est statistiquement on peut le démontrer, qui semblent plus naturellement présentes chez les hommes. Ouais. Ce qui veut, encore une fois, il faut le dire, il faut dire les deux en même temps, ce qui ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas y être, c'est simplement que statistiquement, on trouve plus ces caractéristiques chez les hommes que chez les femmes. Ouais. Mais maintenant, dans d'autres institutions, on peut très bien trouver plus de femmes que d'hommes. En fait, là, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'un état de fait, de qu'est-ce qu'on voit, où sont les hommes, où sont les femmes dans tel et tel poste de pouvoir. Et puis, du coup, c'est plus une réflexion sur le pouvoir que vraiment une réflexion sur les raisons qui poussent les femmes à vouloir être au pouvoir ou les sociétés à vouloir mettre des femmes au pouvoir. Ouais, parce qu'à l'inverse, j'aimerais juste sauter sur ce que tu dis avant d'aller plus loin. Je vais t'interrompre. Mais à l'inverse, on ne se pose pas la question comme pourquoi est-ce qu'il y a autant peu d'hommes au foyer ou pourquoi est-ce qu'il y a autant peu d'hommes dans des rôles sociaux ou de soins. Si on dirait, OK, si on avait une conception différente du pouvoir, parce que là, on parle de rôle de pouvoir où il y a comme un rôle décisionnel puis exécutif. Mais le pouvoir, c'est aussi l'influence. On en a déjà parlé dans un autre épisode sur le langage, par exemple, que finalement, celles qui déterminent l'avenir du langage, c'est les jeunes mères en milieu urbain. Si tu veux savoir où la langue s'en va, écoute parler les jeunes mères. Si tu veux savoir où la langue était, écoute un Québécois rural comme moi, puis tu vas entendre parler la langue pas si rural que ça quand même. Non, pas si rural, mais bon, voilà.
Donc, de la même façon, c'est comme on a un souci pour le pouvoir, pour ce genre de pouvoir-là qui est exécutif, qui est régnal presque. Mais à l'inverse, on pose rarement les questions. Attends, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant d'hommes dans ce genre de rôle-là, ou pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu d'hommes dans d'autres rôles qui sont traditionnellement Ouais, féminins et qu'on va voir comme subordonnés ou inférieurs? j'ai envie de répondre, mais Christelle Vas-y. aussi a envie de Ah, répondre. vas-y, On fait la vas-y. bataille de qui répond à JC. Mais non, mais ce qui est important de savoir, c'est que parfois on se laisse aussi avoir par nos préjugés. C'est-à-dire que on suppose, par exemple, que le patriarcat voudrait que les rôles d'influence et de gestion économique ne soient pas accessibles aux femmes. Parce que c'est vrai, dans beaucoup de pays européens, le fait d'avoir un compte bancaire, par exemple, les femmes n'y avaient pas accès. Ouais. Donc le pouvoir économique n'était pas exercé par les femmes. Mais dans la culture d'où viennent mes parents, en Afrique subsaharienne ou dans beaucoup d'autres cultures, les fonctions économiques de la famille sont plutôt tenues par les femmes. Pourquoi? Parce que ce sont des sociétés agraires et la conception patriarcale du monde veut que les femmes sont plus proches de la vie. Et donc c'est plus souvent les femmes qui vont s'occuper du champ, qui vont décider quelle est la clé et qui donc vont se retrouver au marché et à gérer l'économie des foyers. Donc parfois notre héritage culturel influence nos opinions de dire ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, et il faut être prudent par rapport à ça. Ouais, très certainement. Mais en revenant sur ce que disait Jean-Christophe, pourquoi on ne se pose jamais la question de pourquoi il y a moins d'hommes infirmiers ou sages-femmes, j'ai quand même l'impression que ils n'ont pas énormément de bâtons dans les roues, les hommes qui veulent devenir infirmiers ou sages-femmes ou avoir des postes de soins. Là où, même si techniquement, c'est pas impossible que les femmes deviennent première ministre, PDG ou présidente, il y a tellement de préjugés qui vont contre les femmes et tellement peu d'expérience derrière nous de pouvoir dire « Ah, c'est bon, on a eu tellement de centaines de milliers de femmes à des postes de pouvoir qu'elles sont désavantagées. » Non, c'est ça. Mais c'est sûr qu'on regarde, quand on parle des rôles de pouvoir, encore une fois, c'est des rôles où tout le monde a des bâtons dans les roues extraordinaires. Moi, je veux dire, je serai jamais patron de la Banque centrale européenne. J'y rêve même pas. Tu seras jamais non plus astronaute, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Non, c'est ça, quoi. Je suis trop pesant pour les fusées actuelles. C'est ce que t'insinues, là. Ça va prendre des plus gros moteurs. La technologie n'est pas encore à ce point. Je suis un peu insulté, là. Pris dans le sas de la station spatiale, là, ça prend une opération de secours. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Non, mais je veux dire, c'est des... Quand on parle de ces questions-là de pouvoir, c'est ça, on parle de rôles qui sont particulièrement déjà extrêmement sélectifs, et donc on revient à cette notion-là d'extrême. Peut-être manière intéressante de déplacer la conversation, par contre, c'est cette notion-là de représentation et de représentativité. Ouais, tout à fait. Et ça, je pense que c'est tout à fait légitime. Dans les dernières décennies, on a vu beaucoup d'initiatives qui visent à augmenter la représentativité, non seulement des femmes, mais aussi des classes sociales, des gens en situation de handicap. Et là, à ce niveau-là, il y a quand même quelque chose de noble qui sous-entend que quand on fait une politique de transport ou une politique économique ou quoi que ce soit, où on prépare un produit, ben, si tout le monde dans la salle de design, ce sont des hommes blancs dans la quarantaine, ben, à quelque part, on va pas tenir en compte les besoins de gens qui sont en situation de minorité. Et donc, même si cette personne-là est pas dans la salle ou est à côté, à la force de fréquenter des gens de différentes origines dans une institution, ben l'institution va se comporter différemment. En gros, tu es en train de dire que d'avoir des minorités à certains postes clés qui permettent une représentation de ces minorités-là, bah, ça change la culture de l'institution, ça change la culture du lieu, ça amène aussi des mesures, des directives en faveur de ces minorités-là qui sinon ne seraient pas prises en compte. Oui, puis c'est ironique parce que ça reprend une notion chrétienne fondamentale, celui de la corporation, de la corporalité. C'était un des grands théoriciens de la business aux États-Unis qui disait que le premier président de General Motors, c'était Jésus-Christ.
Et il disait un peu à la blague, mais il disait que, dans le fond, cette idée-là de différents membres qui font partie d'un corps, c'est une notion biblique. Chez Paul, il va dire ah, ben, si la main dit à l'œil, ah, ben, parce que je ne suis pas un œil, je sers à rien, ben, le corps ne va pas fonctionner. Donc, chacun a un rôle différent et complémentaire. Et c'est là c'est intéressant. Il y a comme une prétention, autant du côté plus revendicateur féministe qui dit ah, ben, si les entreprises étaient dirigées par des femmes, ça serait complètement différent. Peut-être chez les réacs qui dit non, non, faut prendre les meilleurs et les meilleurs, ce sont des hommes. Puis et si les entreprises étaient vraiment dirigées par des hommes, ben, ça serait mieux. Ben, on est dans un marché libre. À quelque part, s'il y avait véritablement un avantage compétitif, ben, les entreprises d'hommes ou les entreprises de femmes se hisseraient au sommet. Mais ce qu'on voit, c'est que en fait, la plupart des entreprises, toutes les entreprises aujourd'hui sont des entreprises où il y a une certaine complémentarité, où il y a à la fois des hommes et des femmes qui travaillent ensemble et qui apportent chacun leur perspective, leur spécificité, leurs traits en vue de quelque chose de plus grand. Donc ça, ce serait le monde idéal qui est déjà en germe peut-être dans certains endroits, mais où en fait on prend réellement conscience que l'autre n'est pas nécessairement un ennemi. Donc pour une femme qui a des responsabilités, son partenaire, son collègue homme et pas son ennemi qui va lui Non. prendre son poste, et vice-versa, mais où on travaille dans la complémentarité des dons, de ce qu'on arrive à faire, avec cette métaphore du corps. Et on est chacun les différents membres d'un même corps. Bon, c'est très joli, c'est peut-être un petit peu idéaliste dans le monde dans lequel on est, peut-être justement parce qu'il y a des enjeux inhérents au pouvoir, il y a des enjeux inhérents au monde du travail, il y a des enjeux inhérents du cœur humain qui font que réussir à pas mettre de Ouais. compétition, à pas avoir un esprit de jalousie ou de vengeance et ne pas chercher à écraser l'autre pour soit avoir le meilleur poste. En fait, si ça se passait pas, bah, on serait au paradis, hein. Et puis c'est pas le cas, en fait. Ouais. Une chose qu'il faudrait ajouter par rapport à ce point de représentativité, je pense que franchement, c'est un des arguments les plus solides par rapport au rôle des femmes au pouvoir. Et je dirais un oui, mais oui, il faut inclure des femmes dans les systèmes de décision, dans les systèmes d'exercice du pouvoir même. Il faut que, je trouve ça bien en fait que des femmes puissent être à des postes de haut niveau pour pouvoir inspirer en fait, notamment Mhm. des jeunes filles pour se dire ah ben moi aussi je peux le faire, tu vois. Donc ça c'est Mhm. ça c'est une Mhm. bonne chose. Mais le petit souci qu'il y a derrière, c'est que euh, enfin, comme JC l'a mentionné, souvent notre société fonctionne en fait avec une complémentarité de force et j'aimerais pas vivre dans un monde où toutes les femmes qui sont dignes d'être représentatives, ce sont celles qui dirigent des entreprises, parce Ouais. il y a Mhm. des femmes partout à peu près partout Ouais. sur la chaîne de pouvoir, et celles qui sont pas au sommet peuvent tout aussi être inspirantes en fait. Et donc Mhm. c'est aussi notre vision de la représentativité. Est-ce qu'on est digne d'être représenté seulement parce qu'on a de l'autorité ou du pouvoir, ou est-ce qu'on est digne d'être représentatif simplement par qui on est? Mhm. Et enfin voilà, Ouais. chacun d'entre nous, chez nos auditeurs, vous pouvez regarder, vous avez connu des femmes qui vous ont influencé, qui vous ont façonné, qui vous ont inspiré, qui vous ont conseillé, qui vous ont donné envie d'aller voir plus loin, qui vous ont averti d'un danger, mais qui n'étaient pas au top d'une entreprise. Et Mhm. celles-là aussi, Ouais. elles sont dignes d'être célébrées et d'être mises Ouais. sur un piédestal parce Élevé qu'elles ouais. elles ont une dignité, elles aussi. Et ça ne dépend pas que du pouvoir. Ouais, c'est certain. Et JC? ouais, j'ajouterais aussi que autant que les hommes et les femmes ont des vertus qui sont complémentaires, pas mutuellement exclusives, mais complémentaires, de la même manière, des fois dans ce discours-là, j'ai l'impression pas chez tout le monde, mais il y a comme un sous-entendu comme quoi les femmes seraient plus vertueuses, tu sais. Donc plus consensuelles, moins compétitives, alors que je pense que autant que les vertus s'articulent de manière différente et complémentaire chez les hommes et les femmes, en général, on ne peut pas le faire de manière individuelle. De la même manière, il faut reconnaître que la femme, tout comme l'homme, est aux prises avec le problème du péché,
elle est égoïste. Les femmes aussi ont un désir de pouvoir. Les Oui, les femmes ne sont pas aussi. mieux que les hommes. Les Ça, femmes j'aurais sont pas pas dire mieux ça. que les hommes, et ça se manifeste simplement différemment. Je pense que si on regarde par exemple au lycée, au secondaire, comme on dirait chez nous et chez vous, Christelle, euh, bien souvent, on voyait que, ben oui, s'il y avait des batailles à coups de poing dans la cour d'école, ben 90% du temps, c'était des hommes, des garçons, puis ben, ils se faisaient rencontrer par la direction, puis punir. De l'autre côté, et là, c'est exacerbé par les médias sociaux, on en parle dans un autre épisode. Quand les femmes veulent faire des règlements de compte, souvent ils n'en viennent pas au coup, mais ils viennent à travers un processus d'atteinte à la réputation, hein, la médisance, de partir des L'humiliation. de l'humiliation, partir des rumeurs sur une fille ou sur une autre. Et là, c'est le genre de choses que ben, c'est les mêmes notions de base qui sont en jeu, un conflit, une confrontation, mais les C'est juste moyens, exprimé c'est différemment. exprimé différemment, mais c'est aussi exprimé d'une manière qui peut-être est moins facile à détecter. Je veux dire, quand un gars a frappé un autre gars, ben, c'est objectif, il y a eu très violence. visible. Quand une fille parle mal d'une autre fille à ses amis, ben, elle est où la ligne, tu sais? Et comment est-ce qu'on sait que c'est arrivé? Et on se rend compte, en tout cas, j'ai des amis dans le domaine de l'éducation qui vont dire, ben, oui, il y a beaucoup d'interventions des directions d'école maintenant par rapport à ces atteintes à la réputation-là. Puis les médias sociaux, bon, ça nuit, mais en même temps, ça laisse des traces écrites et objectives de dire, écoute, tu peux pas agir de cette façon-là. Et donc, on est toutes aux prises Ouais. avec le mal. Et en fait, mais c'est intéressant que tu oses prononcer ce mot, le mal, parce que peut-être que c'est un petit peu ça que permet de faire la sagesse biblique. Ça permet pas de régler les problèmes de parité, ça permet pas d'avoir tout d'un coup un monde meilleur où les hommes et les femmes s'entendent bien. Ça permet pas de faire des coups de baguette magique sur tous les problèmes qu'on a pu soulever. Mais ça permet au moins de maintenir les différentes tensions entre tous les enjeux du pouvoir, avec ce que ça a d'utile et de ce que ça a en fait de terrible. Et puis les enjeux aussi de représentation des minorités en général, qui peuvent être pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ou un mélange des deux. Mais ça vient comme mettre une sorte d'équilibre sur la réalité du cœur humain, où les femmes comme les hommes sont aux prises avec des mauvais penchants et puis une envie d'écraser les autres, tout ce que la Bible pourrait nommer péché, rater la cible d'harmonie les uns avec les autres. Et puis où le pouvoir, c'est pas nécessairement quelque chose de toujours enviable, parce que il y a aussi la réalité d'un pouvoir qui façonne, voire qui corrompt. Et en fait, je trouve que finalement, la sagesse biblique, elle nous permet juste de voir que cette question de représentativité des femmes et de les femmes au pouvoir, qu'est-ce que ça changerait, ça ne fait que montrer des problèmes dans lesquels on vit, avec lesquels on vit, et où il faut tant bien que mal chercher un équilibre, mais où il n'y a peut-être pas de solution magique. C'est ça. Et la sagesse biblique nous permet d'être au clair avec ça. Ouais. On sera toujours aux prises avec le problème du mal. Quand on revient souvent à des questions politiques, c'est que les effets du péché ou les effets du mal ou de l'injustice, ben, avec des institutions justes, on peut les atténuer. La représentativité, c'est une manière d'atténuer cette tendance-là qu'on a à agir pour nos propres intérêts. Mais le problème dans le cœur de l'homme, qui est à la source de ce mal-là, ben ça, c'est pas les institutions qui peuvent changer régler, ça. ouais. Et on a plein d'exemples historiques où on a essayé de créer un homme nouveau, un citoyen nouveau, puis ça se termine généralement par Une guerre civile ou une guerres dictature. civiles, des dictatures, des génocides, la Révolution française avec des guillotines, puis finalement, on n'est pas capable de changer. Peut-être que s'il y a quelqu'un qui en est capable, c'est pas du domaine de l'humain, mais du domaine du divin. Probablement. On vous remercie, auditeurs et auditrices, d'avoir été là pour cette réflexion tellement multiple sur les femmes au pouvoir, sur en fait le pouvoir et les hommes et les femmes, les êtres humains et toutes les sous-questions que ça pose. On vous invite à réagir, que ce soit sur les commentaires de là où vous écoutez cet épisode, ou que ce soit en nous contactant directement. On vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Sagesse et Morito. Salut! It is like a finger pointing away to the moon.
on vous invite à nous rejoindre sur YouTube et toutes les applis de podcast. Vous pouvez activer la petite cloche. On a un épisode qui sort le dimanche toutes les 2 semaines. On vous attend nombreux pour aussi réagir à ce qu'on aura dit, nous faire part de vos commentaires. On vous dit donc à bientôt pour cette saison de Sagesse et Morito. Youhou! Yes!